Bonsoir, bienvenue dans cette quatrième soirée de l'éducation physique et sportive. Vous savez que la soirée de l'EPS comprend toujours trois thèmes, un temps, une actu EPS et aussi un kiosque. Alors ce soir, le thème est un peu provocateur, mais pas que. On cherche aussi à questionner la place des compétences méthodologiques et sociales dans l'enseignement de l'éducation physique et sportive. Ces compétences, intitulées au niveau européen des soft skills, n'ont-elles pas aussi déséquilibré la définition et l'identité de notre discipline? Nous serions devenus une discipline contributive de grande finalité, abandonnant la construction de savoirs propres à l'éducation physique et sportive, ceux liés à l'étude du sport et des arts corporels, autrement dit, la danse et le cirque. Pour prolonger cette réflexion, les compétences méthodologiques ne pèsent-elles pas surtout sur les choix d'organisation des leçons, les gestes professionnels de l'enseignant? N'est-ce pas aussi une façon, finalement, d'imposer des modalités d'enseignement de l'éducation physique et sportive et de réduire la liberté pédagogique? Pour échanger avec nous ce soir, nous avons quatre invités. Julien Gagnebien, qui est IPR à Rennes 2. Bonsoir Julien. Angélique Delray, qui est philosophe, auteur de plusieurs ouvrages, dont À l'école des compétences, aux éditions La Découverte. Bonsoir Angélique Delray. Christian Couturier, qui est membre du secrétariat national du SNEP. Il a suivi pendant de nombreuses années la construction des programmes et a écrit plusieurs articles que vous pouvez retrouver notamment sur le site éduc du SNEP FSU. Bonsoir Christian. Et enfin, Didier Delunière, professeur d'université à Montpellier, auteur de plusieurs ouvrages et d'un blog, et il vient de publier aux éditions La Revue EPS un livre « On peut penser autrement ». Alors, avant de plonger totalement dans cette discussion professionnelle, comme d'ordinaire, on voudrait faire un petit tour du côté du monde de l'éducation physique et sportive. Et on a la chance ce soir d'avoir notre nouvelle secrétaire générale, élue la semaine dernière, Coralie Bénèche. Bonsoir Coralie et merci d'avoir accepté l'invitation pour ce soir à la dernière minute sur l'actu donc de l'éducation physique et sportive. Alors le SNEP vient de sortir de son congrès qui a réuni plus de 200 personnes encore de toute la France. Et juste avant, on a organisé une semaine de l'éducation physique et sportive dont nous avons pu lire de nombreux articles, notamment sur RMC, mais aussi sur notre site dédié où vous pourrez revoir l'ensemble des journaux qui ont suivi notre initiative. Alors, Coralie, j'ai envie de te poser comme première question par rapport au focus que le SNEP FSU a choisi de mettre sur les 4 heures d'éducation physique et sportive. Est-ce que c'est vraiment la priorité du moment? Alors, juste une petite précision, hein, c'est co-secrétaire général, parce que je préfère qu'on soit à deux, c'est toujours, ça sera mieux et je préfère le préciser. Et après, pour répondre à ta question, Bruno, en tout cas, le contexte dans lequel on est encore, qui est le contexte de crise sanitaire, a remis en tout cas sur le devant de la scène la nécessité de l'activité physique et sportive. Et a remis aussi sur le devant de la scène certaines études qui montrent la diminution des capacités physiques de nos jeunes sur ces dernières années. Et le contexte sanitaire aussi a renforcé toutes les inégalités liées à la pratique physique et sportive chez les jeunes et dans la population de manière plus générale. Et or, on sait que l'EPS, c'est le seul lieu de pratique obligatoire pour tous et toutes. Et donc, c'est le seul moyen de remédier aussi à tout ce qui aujourd'hui est prouvé sur la diminution des capacités physiques, mais aussi un moyen de remédier aux inégalités existantes. Et l'EPS, par sa pratique régulière, en tout cas, permettrait, en tout cas les 4 heures, un apprentissage plus solide et un investissement sur le court, moyen et long terme. Et donc, contrairement par exemple aux 30 minutes par jour prônées par Jean-Michel Blanquer, où on peut se poser la question de quel apprentissage pour les élèves, l'EPS rentre bien dans ce cadre du rôle, en tout cas, du service public d'éducation pour faire apprendre, faire réussir les élèves avec un objet d'apprentissage. Et donc, pour nous, pour le SNEP, il n'y a jamais eu de meilleur moment que celui-ci qui est, oui, renforcé par le contexte sanitaire, qui a mis en tout cas, remis en avant le besoin d'activité physique et sportive chez nos jeunes. Merci Coralie. Alors, pour un peu prolonger cet échange, on a entendu la semaine dernière une nouvelle prise de parole du Premier ministre sur la crise du Covid. Qu'est-ce que ça change pour nous en éducation physique et sportive et pour le sport scolaire?
Alors, effectivement, on a eu quelques questions ces derniers jours parce que, en fait, pour nous, en EPS, dans le second degré, ça ne change strictement rien. Nous restons sur un protocole de niveau 2 qui permet la pratique des activités physiques et sportives, dehors comme dedans, sans le masque, puisque c'est aussi ça. Et on voit bien que certains chefs d'établissement essayent de faire pression pour que, en intérieur, l'EPS se repratique avec le masque, même dans le second degré. Mais à l'heure actuelle, le protocole n'a pas changé. Il est le même dans le second degré que celui qu'on a depuis début d'année. Et sur l'UNSS, je voudrais juste dire un petit mot sur l'UNSS, parce que nous, on continue de militer pour que les activités de l'UNSS et notamment toutes les rencontres sportives puissent se dérouler dans des conditions sanitaires satisfaisantes. On pense qu'il y a des événements et des rencontres qui sont possibles. Alors, ça sera ma dernière question, hein, en tant que co-secrétaire général du SNEP, donc, est-ce que tu as des chantiers que tu aimerais faire avancer dans les années à venir? Alors, la question est pas simple parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a plein de chantiers, en tout cas, qu'on aurait envie de remettre sur le devant de la scène, vu l'état actuel de l'école, de notre service public et de l'EPS. Mais moi, je crois qu'il y en a un qui est nécessaire, en tout cas, c'est de transmettre la culture, de continuer de transmettre la culture du collectif. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où tout est fait pour isoler les collègues. Et tout est fait pour ne rien leur donner comme, comme outil de bataille. Et du coup, chaque collègue agit dans son coin et se retrouve un petit peu isolé, isolé et puis, malmené aussi souvent. Malmené parce qu'on n'a plus les moyens d'exercer, malmené parce qu'en fait, quand on veut se battre, on se fait tout de suite convoquer, menacer. Et je crois que nous, en tout cas, en tant que SNEP, on a un rôle à jouer sur la transmission d'un certain nombre d'éléments permettant une plus grande confiance des collègues dans leur métier, mais aussi sur le fait que l'individualisme et l'individu tout seul ne peut rien, alors que collectivement, on pourra réavancer certaines choses et reconstruire aussi, ne serait-ce que, par exemple, je vais parler on peut parler de la formation continue aussi, reconstruire tout ce type de moments avec la profession pour nous permettre d'avancer collectivement pour l'EPS et pour nos métiers. Merci Coralie, bonne soirée. Merci à toi. Alors, pour continuer sur notre soirée, maintenant et aborder un peu plus le thématique de la question des compétences méthodologiques et sociales, merci à nos 4 invités d'être présents ce soir. Alors, j'aurais envie en premier lieu de donner la parole à vous, Angélique Delray, donc philosophe. Vous avez publié plusieurs ouvrages, Connaître et agir, Éloge du conflit, ou co-auteur de plusieurs ouvrages, À l'école des compétences, Clinique du mal-être. Je dois dire que chaque titre résonne avec la situation des enseignants de l'éducation physique et un certain nombre d'options et de débats que le SNEP peut porter. Alors, vous portez un regard critique sur l'arrivée dans le monde de l'éducation du concept de compétences, et notamment de l'enseignement par compétences. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu votre regard critique que vous portez? Oui, alors c'est vrai que j'ai plusieurs... il y a plusieurs éléments qui me font aborder cette notion avec une distance. Voilà, j'ai plusieurs gènes en fait vis-à-vis de cette notion, cette approche, qui aujourd'hui a littéralement envahi l'éducation, l'école depuis le primaire jusqu'à l'université. Et qui, c'est important de le souligner, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure peut-être, est également présente dans le monde du travail, omniprésente en fait dans le monde du travail. Donc la première de ces critiques, c'est que l'approche par les compétences a tendance à chercher à quoi les disciplines historiquement constituées peuvent bien être utiles, comme si elles ne pouvaient pas se suffire à elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on va chercher leur utilité ailleurs qu'au sein même de ces disciplines. Par exemple, alors j'ai pris ces exemples extraits dans les programmes d'EPS.
Donc, par exemple, la danse, ça doit servir à apprendre à, par exemple, s'engager pour composer et réaliser un enchaînement à visée esthétique destiné à être jugé en combinant des formes culturelles codifiées. Donc, pourquoi est-ce que finalement, ce n'est pas le contraire, c'est-à-dire que cet engagement servirait plutôt à faire des progrès en danse? Pourquoi cette inversion finalement, hein? Pourquoi on va chercher l'utilité de la danse ailleurs que dans la danse? D'autant plus que, donc, et ça c'est ma deuxième critique à la notion de compétence, dans cette inversion, enfin dans cette inversion des finalités, il y a quelque chose comme une certaine abstraction des compétences qui va du coup un petit peu envahir les programmes. C'est plus concrètement apprendre à danser que le programme va viser, mais un but abstrait auquel un nombre du coup indéterminé de disciplines va être censé concourir. Et plus la finalité est abstraite, du coup, plus le nombre de ces disciplines augmente, plus finalement, toutes les disciplines sont invitées à concourir à ce but extrêmement abstrait. Autre exemple, quand l'un des buts, c'est encore un extrait du programme, c'est répéter et persévérer pour améliorer l'efficacité de ses actions, on va dire qu'absolument toutes les disciplines sont invitées à concourir à ce genre de finalité. La troisième critique que je fais, donc d'abord l'utilitarisme, ensuite l'abstraction et ensuite c'est la normalisation. C'est-à-dire qu'en fait, plus l'on procède à cette inversion aussi et plus on multiplie donc les attendus, les éléments à mettre en œuvre pour atteindre ces attendus, grâce donc à la pratique disciplinaire. Et plus donc on crée de la norme, c'est-à-dire quelque chose qui va être normal par rapport à quelque chose qui va être anormal. Par exemple, il n'est pas normal de ne pas vouloir réaliser une prestation corporelle destinée à être vue et appréciée. Il n'est pas normal de ne pas vouloir conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel pour gagner, etc., etc. Donc, supposons par exemple un élève qui n'aimerait pas les sports co parce qu'il serait harcelé à l'école et que ça le mettrait en situation de grande difficulté. Eh bien, en plus, il faudrait qu'il pense que ce n'est pas normal de ne pas aimer ça. Donc, cette normalisation, ça me semble être aussi un autre aspect, si vous voulez, qui pose problème dans les compétences. Et puis enfin, le dernier aspect qui me pose problème dans les compétences, c'est le fait qu'elle ne peut pas, en fait, quelque part, enfin, il y a une sorte de négation des conflits derrière l'idée de compétence. Une compétence, c'est forcément quelque chose de positif. Et donc, on a cette espèce de vision lisse, en fait, de l'élève, une surface sans aspérité sur laquelle il s'agirait de coller, en quelque sorte, des bonnes compétences. Or, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que, pour reprendre mon exemple, un enfant qui, par exemple, ne veut pas jouer au foot, c'est peut-être parce qu'il est harcelé, par ailleurs, que ce genre de situation, même gérée par l'enseignant, l'expose, on va dire, aux moqueries de ses camarades, et que peut-être qu'il faut l'y forcer, mais en tout cas, nommer la compétence ne dit rien de ce qu'il y a à faire comme travail pédagogique pour assumer, on va dire, le caractère conflictuel ou négatif de la situation. En bref, un élève qui ne veut pas jouer au foot ou qui ne veut pas danser ne manque pas, en vrai, de la compétence conduire ou maîtriser un affrontement collectif ou individuel pour gagner, etc., etc. Du reste, selon la discipline choisie, les élèves présents, etc., la compétence pourra être ou non présente. Voilà, donc pour résumer les 4 critiques principales en fait, que j'avais à faire, moi, en tant que philosophe, à la notion de compétence. Merci. On reviendra tout à l'heure justement aussi sur votre regard que vous avez sur plus globalement, on va dire, l'école. Alors, pour continuer un peu à rentrer sur un focus un peu plus global de cette notion de compétence et de réflexion plus générale. Alors, Christian Couturier, toi, tu es donc responsable au SNEP FSU. Tu as suivi pas mal de fois pendant longtemps les questions des programmes et l'évolution de l'éducation physique et sportive au sein de l'école. Est-ce que tu peux nous dire finalement comment le SNEP se situe par rapport à cette notion de compétences, et notamment plus précisément les compétences méthodologiques et sociales? Bon, j'aurais envie de te demander, parce qu'on peut l'entendre parfois, est-ce que le SNEP est contre les compétences méthodologiques et sociales? Alors, pour répondre à cette question, il faudrait beaucoup de temps parce qu'il est nécessaire, à mon avis, de revenir à minima sur 2 choses. D'une part, l'origine, non pas des compétences méthodologiques sociales en EPS, mais pourquoi elles viennent et elles prennent cette ampleur aujourd'hui. C'est ça surtout qui me paraît important de voir. Et le contexte dans lequel se situe l'école aujourd'hui part
je dirais, d'une période, notamment aux alentours des années 2000, où les dirigeants de nos pays, que ce soit en Europe ou dans le monde, ont bien compris l'importance de l'école et ont donné un certain nombre de préconisations très très fortes qui sont liées directement, et c'est ça qu'on appelle généralement école utilitariste, mais j'aime pas trop le terme, moi je préfère l'école de l'employabilité, parce que la réalité, c'est que ça part d'un besoin de mettre l'école en ordre de marche par rapport aux besoins identifiés du marché. Et ces besoins, ils ont été clairement identifiés. En gros, on a besoin de 50%, 60% d'une classe d'âge qui arrive au niveau licence pour aller sur des emplois qualifiés. Et puis les autres, ils iront sur des emplois non qualifiés. Et à un moment donné, il y a eu la prise de conscience que dans la démarche de l'école, qui était un peu humaniste au sens de on va former tout le monde au plus haut niveau, etc., il y a eu cette prise de conscience de dire, enfin, pas nous, bien sûr, mais les gens qui pilotent ce genre de choses, dire, mais on va pas payer, on va pas dépenser énormément d'argent pour des gens qui risquent d'avoir un diplôme et qui devront de toute façon aller sur des emplois non qualifiés. Ils vont jamais vouloir. François Dubé a d'ailleurs écrit un bouquin là-dessus en disant non, mais s'il y a trop de diplômés, ça va pas le faire parce qu'ils vont jamais. Et donc on essaye d'organiser les choses autour de cette idée-là, et ça a produit ce qu'on a appelé les compétences clés européennes, dans lesquelles il y a à la fois quelques notions de base et de connaissances de base qu'il faut avoir, et en même temps, je dirais des compétences dites qui sont des compétences comportementales. C'est-à-dire, il faudrait pas que les gens qui réussissent pas bien à l'école, etc., en plus, ils deviennent gilets jaunes parce que ça va mettre le bordel partout et ça va pas le faire. Donc, il y a besoin de faire en sorte que ces gens-là, on leur apprenne à bien se tenir et à avoir un certain nombre de choses. Bon, évidemment, je vais vite en disant tout ça, hein, mais c'est pour expliquer la lignée. Ça a produit chez nous le socle Fillon d'abord, hein, avec ces 7 piliers, et dans lesquels, et en EPS, je dirais, c'est venu, ça a commencé à prendre véritablement de l'ampleur à ce moment-là. Donc moi, j'y vois non pas une coïncidence, mais au moins un lien de cause à effet, c'est-à-dire que la politique qui est portée, elle amène à un moment donné à se préoccuper d'un certain nombre de choses qu'on va, chez nous, et j'y reviendrai, alors je ne sais pas si, Bruno, tu préfères que je le fasse maintenant ou après, sur comment cette notion en éducation physique, elle s'implante, comment elle se développe et où on en est aujourd'hui. C'est ça que, voilà. Alors, donc, Après. D'accord. Parce que justement, c'est la question, parce que c'est la question que je voulais poser à Didier Delinière, puisque dans son livre qu'il vient de publier, hein, qui est ici, j'ai commencé à le lire, tu développes justement cette question-là, c'est-à-dire sur la construction et l'arrivée dans le monde de l'éducation physique et sportive de la notion de compétence. Alors, est-ce que tu peux revenir, alors pas en nous redéveloppant l'ensemble du chapitre qui traite de ce sujet-là, mais de façon un peu brève sur les quelques étapes clés qui ont introduit cette notion. Et ensuite, Christian, justement, je t'interpellerai autour de cette question-là. Ok. Très rapidement, tout est parti au début. Hein, du côté de la réflexion, c'est parti des propositions d'Olivier Reboul, de Philippe Pernoud, avec l'idée que l'école devait préparer les élèves à affronter des situations plus proches de la vie réelle, donc pour quitter l'approche académique par connaissance juxtaposée. Donc Olivier Reboul, c'est les années 80, Pernoud un petit peu plus tard, et puis nous on a commencé à investiguer ça dans les années 90. Donc ça, c'est les réflexions telles qu'elles ont avancé. Alors ensuite, il y a eu la charte des programmes en 1992 qui a dit que les futurs programmes devaient être écrits sous forme de connaissances, compétences. C'était relativement proche conceptuellement, avec l'idée que les connaissances étaient acquises petit à petit, mais que les compétences devaient les agréger dans des ensembles plus vastes. Bon, et puis après, on sait ce que ça a donné dans les programmes de 92.
1996, on voit apparaître ces termes de compétences, compétences propres, qui en fait était une relecture des règles opérationnelles, principes de gestion qui avaient été proposés au début des années 90 par Claude Pinault et Alain Hébrard. Donc on va dire que si on a repris à ce moment-là le mot compétence, le terme, on n'a pas du tout respecté l'esprit général qui était proposé au début dans ce que Reboul appelait la pédagogie des compétences. Qu'est-ce qui est resté de tout cela? À mon avis, on a conservé à peu près la même logique, c'est-à-dire qu'on est à l'heure actuelle avec des compétences qu'on va appeler compétences motrices, hein, qui renvoient à des savoir-faire dans les APSA, et puis on a rajouté ces deux extraterrestres, ces deux ovnis, donc les compétences méthodologiques et les compétences sociales. Il y a eu une petite tentative dans les programmes de 2008 avec le concept de compétences attendues, où là, bon, c'était pas toujours génial d'une APSA à l'autre, mais dans les compétences attendues, on essayait quand même de faire fonctionner ensemble quelque chose qui ressemblait dans une situation complexe à une addition ou une conjonction des aspects méthodaux, sociaux. Bon, et puis à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'on est dans un formalisme beaucoup plus séparatiste, hein, avec d'un côté, on sent bien qu'il y a les compétences motrices, les compétences techniques, tactico-tactiques, et puis à côté, il y a les méthodes d'entraînement, et puis d'un autre côté, il y a les rôles sociaux, hein, puisque c'est le terme qui est exploité à l'heure actuelle. Et je pense que les modalités d'évaluation du baccalauréat ont vraiment cristallisé cette séparation de fait, puisque ces différentes compétences peuvent être évaluées séparément à des moments différents, avec l'élève qui va choisir la pondération, l'intérêt de tel ou tel aspect notamment méthodologique ou sociale. Enfin bref, une progressive dénaturation des propositions initiales dont on pourra reparler, hein, mais bon, qui correspond à ce qu'on peut appeler une scolarisation exacerbée du concept de compétence qui a perdu, à mon avis, toute sa substance depuis une vingtaine d'années maintenant. Progressivement, il a complètement perdu sa substance. Voilà ce que je peux en dire rapidement. Merci. Alors, Christian, justement, par rapport à ce qu'avait développé Didier de Lignières, dans son ouvrage, il fait référence à un certain nombre d'arguments que le SNEP a développés, hein, notamment sur l'impossibilité de transversalité de ces compétences méthodologiques et sociales, hein, au sein d'un même groupe, ou même entre groupes entre elles, puisqu'elles seraient transversales du point de vue de leur étude. Et il ajoute dans ce texte-là que s'il considère, s'il partage l'argumentaire du SNEP sur les compétences méthodologiques et sociales, il partage un peu moins, par contre, l'idée que le SNEP développerait que elles seraient moins liées à des aspects disciplinaires que, par exemple, ceux liés à la question de la performance. Alors, j'ai envie de te demander quelques précisions un peu là-dessus, Christian. Est-ce que le SNEP considère, un peu en écho à ce que je t'ai posé déjà comme question tout à l'heure, que ces compétences méthodologiques et sociales seraient moins disciplinaires que celles liées à la performance ou à la compétition, donc qui seraient plus liées aux APSA? Comment vous vous situez à ce sujet-là? Et ça te permettra peut-être justement aussi, sur ta phase explicative, de revenir un peu au regard que tu portes sur l'introduction des CMS au sein de l'éducation physique et sportive. Moi, la façon d'approcher le sujet, c'est plus finalement d'essayer de regarder comment sont utilisées et qu'est-ce qu'on fait de ces compétences méthodologiques et sociales, plutôt que de dire est-ce qu'on est pour et qu'on est contre. Si on regarde un peu l'histoire de l'EPS, mais à travers les textes officiels, par exemple,
elles ont toujours été présentes. Hein. On voit que, par exemple, pour moi, il y a 3 phases historiques à ce sujet-là. Il y a la première, Didier l'a un peu évoqué d'une certaine manière. Pour moi, il y a la phase qui est, allez, on va dire des IO de 67 pour prendre une date, mais jusqu'aux années 2000. Il y a la période 2000 jusqu'à 2009, là, 2010, et puis il y a la période depuis. Alors, si je reprends par exemple des textes comme les IO de 67, on lit très bien que je lis par exemple amélioration des qualités psychologiques et rapport avec autrui, les jeux sensoriels, les activités collectives, lorsqu'elles donnent lieu à des compétitions, permettent de développer l'arbitrage facile dont la responsabilité peut être assumée par les élèves eux-mêmes. Alinéa suivant, ça permet de cultiver chez les élèves le sens des relations à autrui. Et l'autodiscipline sera introduite de très bonne heure. L'arbitrage, les tâches matérielles, l'organisation même des rencontres seront dans une large mesure laissées à l'initiative des jeunes, etc. Si je continue sur les IO de 86, sur le plan pédagogique, on veillera plus particulièrement aux objectifs de méthode, s'informer, observer, régler, etc., et d'attitude, etc., etc. Si on prend les programmes de 96, on se retrouve, ainsi en 6e est privilégié ce qui permet à l'élève d'identifier le but, le résultat de l'action, les principaux critères de réussite, de connaître les risques, de respecter les règles, etc., etc. Bon, je vais pas tout cibler, mais on voit que ces questions-là sont évidemment très présentes. Elles sont dans un ensemble de recommandations qui sont faites aux enseignants et elles sont très présentes. Au moment des programmes, notamment des programmes lycées en 2000, un des arguments qui est donné par les promoteurs de ce qui va être ensuite une forme de séparatisme, c'est de dire oui, mais elles y sont, mais les enseignants s'en occupent pas, ils enseignent pas. Ils enseignent pas ça parce qu'ils sont pris par la performance, par le moteur et que le reste, ils s'en fichent. Cela dit, ça a été dit sans que, à mon souvenir, il y ait eu de véritables démonstrations de cette chose-là. Mais en tout cas, c'était dit. Et du coup, il y a eu cet affichage en 2 parties à peu près égales entre ce qui s'est appelé la composante culturelle et la composante méthodologique et sociale des compétences. Et cet affichage qui dans le texte lui-même de 2000, précise bien que c'est combiné, que c'est pas, il faut pas le séparer, il amène une distinction qui petit à petit va amener à une forme de dichotomie entre les deux. Cela dit, dans la foulée de cette chose-là, il y a le travail d'intégration des choses les unes par rapport aux autres était fait puisque l'aboutissement, je dirais, enfin non, pas l'aboutissement, le début lancé par ces programmes-là, avec notamment les référentiels au bac en 2003, a cherché à intégrer dans une même chose ce qui relevait on va dire du moteur pour aller vite et pas travailler sur les notions. Et puis de l'autre côté, de choses qu'on souhaitait que les enseignants, que les élèves apprennent également. Donc ça a amené à des choses qui sont discutables, mais jusqu'en 2008, on sent bien qu'il y a cette volonté d'intégrer dans une prestation de l'élève un certain nombre de choses qu'on va pouvoir reconnaître. Et puis, je dirais que depuis un temps récent, donc après, et qui aboutit aujourd'hui aux AFL, il y a véritablement cette dichotomie qui s'instaure dans la façon non seulement de l'appréhender, mais en même temps dans la manière dont les élèves le perçoivent obligatoirement, puisque la façon de découper ça, amène à ce que on intègre le fait qu'il y a des choses qui sont en EPS, qui sont pas de l'ordre de ce que l'élève apprend d'habitude mais qui vont faire partie de la note, etc. Et donc là, on voit bien qu'il y a une forme de dichotomie qui s'opère, et d'autant plus que le discours ambiant, je dirais, notamment le discours institutionnel, mais peut-être on y reviendra tout à l'heure, avec le discours sur maintenant il faut se départir des absents, c'est fini cette histoire-là, ce temps-là est terminé, etc. Il faut passer à autre chose. L'autre chose, c'est quoi ? C'est finalement tout ce qui tourne autour du méthodologique et social. Et moi, dans les réunions que j'ai eues avec les collègues, on sent bien qu'ils sont un peu oppressés par cette idée-là que finalement ça devient plus important que le reste, et que
finalement, aujourd'hui, produire une performance, non pas au sens d'exploit, mais de faire quelque chose qui a du sens et qui est révélateur de ces apprentissages pratiquement, ça a plus trop d'importance et que, par contre, on va mettre l'accent sur tout un tas d'autres choses qui, en plus, posent plein de problèmes dans la façon dont c'est présenté. Dans les AFL, on pourra éventuellement y revenir. Mais donc, voilà, donc je dirais que ce qui est important sur ces CMS là, c'est pas tellement de dire on est pour, on est contre, ça nous intéresse pas. Je crois que tout éducateur et les profs de PS en particulier, ils sont sensibles depuis très longtemps. Je l'ai montré avec au moins depuis les IO de 67, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment on le présente et quelle politique on mène autour de ça. C'est ça qui est déterminant et qui nous interroge et qui doit nous interroger, je dirais, sur. Christian. Alors, notre quatrième invité, c'est Monsieur Julien Gagnebien, donc oui, bonsoir. PR à Rennes. Alors, merci d'abord de votre présence. On apprécie particulièrement parce que on a très peu d'IPR qui acceptent les discussions et les débats avec nous. Donc, je tiens déjà à souligner et vous remercier d'avoir accepté cette discussion. Nous apprécions vraiment votre accord. Alors, pour vous situer un petit peu, vous avez animé un groupe de travail qui s'appelle Guépard, dont nos auditeurs pourront retrouver, on le mettra aussi en ligne, les productions de ce groupe-là qui rassemble des collègues d'éducation physique et sportive avec vous-même et certains de vos collègues. Alors, justement, dans votre d'un de vos articles que vous m'avez transmis, vous intitulez votre article comme « Penser et enseigner la complexité pour construire des compétences ». Alors, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu justement sur le titre de cet article et puis finalement un peu ses fondements? Alors, merci d'abord de m'avoir invité. Bon, permettez-moi juste peut-être un petit propos liminaire là pour rebondir justement sur le pourquoi de ma présence et vous étonner qu'il y ait certains, enfin, que je sois là en qualité d'IPR, mais bon, pour moi, c'est déjà un vrai plaisir de pouvoir débattre parce qu'on est quand même dans un temps politique un peu particulier, que ce soit qui concerne d'ailleurs l'éducation physique dans son rapport au sport ou dans un temps politique tout court, hein, quand on voit comment débute la campagne pour l'élection présidentielle, pour moi, ça marque vraiment cette volonté de débattre. Donc, tous les lieux que moi, personnellement, je peux investir en qualité de participant, c'est le cas pour le SNEP ce soir, mais ça a été le cas pour la EPS, et c'est le cas aussi dans le cadre des assises de l'EPS organisées par l'ENS. C'est vraiment des lieux où j'ai envie d'investir et de participer au débat, de manière à ce qu'on soit sur une position qui revienne à la définition originelle du débat. Le débat, c'est pour éviter de se battre, en fait. Et donc, dans notre environnement aussi en éducation physique, on a tout intérêt à réinventer ces formules de débat telles qu'on a pu les connaître dans les années 80-90, parce qu'on voit que là aussi, en ce moment, l'éducation physique est à la recherche de son identité. Ça, c'était le point de départ. Par rapport au SNEP, c'est pour moi aussi une petite session de rattrapage, tout simplement parce que il fut un temps, j'avais accepté effectivement un autre débat, puis il y avait une petite maladresse entre-temps qui avait été bien rattrapée par les collègues du SNEP académique, SNEP de Rennes. Et donc, si je viens aussi, c'est tout simplement parce que j'ai beaucoup de respect pour les collègues du SNEP, de Rennes en particulier, avec qui je ne suis pas toujours d'accord, mais avec qui on arrive à échanger assez profondément. Donc, ça me place un petit peu en rupture par rapport aux propos introductifs de Coralie, tout simplement parce que la politique qu'on essaie de conduire, nous, sur l'académie, elle n'a pas vocation à isoler les personnes, elle a plutôt vocation à essayer de, non pas les rassembler autour d'une idéologie commune, mais plutôt d'essayer de faire en sorte qu'on suscite la vie au sein de l'académie. Et pour susciter la vie, il faut aussi accepter qu'il y ait un peu de controverse. Et donc, c'est aussi dans ce cadre-là que je viens. Alors, pour continuer juste le propos, hein, je ne suis pas le représentant ce soir de l'inspection générale. Je ne suis pas le représentant du groupe IAIPR, EPS Académie de Rennes, même si je sais qu'ils ne sont pas très loin de moi dans la pensée. Par contre, effectivement, je suis plutôt le représentant de ce collectif de travail que vous avez évoqué, qui est quand même un collectif institutionnel. Voilà. Donc, je ne sais pas si on a chargé le diaporama que j'ai prévu. Enfin, un tout petit, hein, parce que là, je savais bien que connaissant un petit peu au moins deux des participants, Didier et Christian, je savais bien qu'on allait avoir une approche
qui pour Christian allait être sûrement socio-historique, pour Didier qui allait être à la fois socio-historique et en même temps qui allait convoquer des concepts de la recherche. Donc c'est assez drôle parce que j'avais envie effectivement de convoquer cette citation de Reboul que je ne vais pas commenter, mais que Didier a déjà évoquée. Et donc j'avais envie plutôt de nous plonger dans une démarche d'analyse de pratique. C'est une démarche que l'on a mis en œuvre dans le cadre des formations aussi en établissement pour essayer de situer véritablement ce qu'on entend, nous, par les formes scolaires de pratique, parce que c'est un terme sur lequel je reviendrai aussi, ou les situations complexes en éducation physique. Donc, si vous pouvez passer juste le slide d'après. En fait, moi, je voudrais nous engager, alors je vais le faire de manière un peu artificielle, hein, parce qu'on n'est pas en présentiel, mais dans une analyse comparée de deux situations. Voilà, dans un contexte singulier, voilà, peu importe, hein, on est avec une classe de troisième, seconde, c'est pas ça le but du jeu. Et donc, on engage les collègues aussi dans cette analyse comparée, en leur demandant finalement d'essayer d'apprécier la puissance de la situation d'un point de vue moteur, méthodologique et social. Donc, on va en fait questionner finalement ce regard critique qu'on peut avoir quand on est enseignant d'éducation physique au sein d'un même collectif. Hein. On peut être d'accord ou pas d'accord. Donc, on les a mis dans cette forme d'exercice. Alors, la première situation, je vais aller très vite, hein. C'est une situation que vous connaissez assez bien. Il y a un groupement de deux collectifs. On est sur le principe de la ronde italienne avec un score cumulé. Et finalement, dans un laps de temps de 10 minutes, il y a une opposition en badminton là, qui amène le collectif à essayer d'obtenir le gain de la rencontre en marquant le plus de points possible via un système de score qu'on connaît tous, 1 point, 10 points, 100 points, et donc qui renvoie à un espèce de score parlant là, et qui amène les élèves à essayer de s'affronter dans un espace qui est totalement codifié par l'enseignant. C'est-à-dire que c'est l'enseignant qui a décidé que la zone à 1 point, elle serait au milieu, que la zone à 10 points, elle serait en avant, que la zone à 100 points serait en arrière. Et donc, on est engagé dans un système comme ça, où effectivement, le joueur B va prendre le relais du joueur A dans le cadre d'un score cumulé. Voilà, c'est la première situation. Et puis, vous pouvez enchaîner sur le slide numéro 2. On demande aux collègues de comparer cette situation A via une appréciation finalement de ce qu'elle peut véhiculer en termes moteur, méthodologique, social, à cette situation B, qui est une situation, alors si vous pouvez afficher le petit texte, c'est une situation qui en apparence pourrait avoir les mêmes caractéristiques. On est toujours sur des duos qui s'affrontent dans le cadre d'une ronde italienne, sauf que dans ce cadre-là, l'enseignant précise à ses élèves que non seulement il faut effectivement essayer de gagner le match via le système de score 1 point, 100 points, 10 points, mais que le but du jeu, c'est d'abord peut-être aussi d'atteindre 500 points par équipe. C'est un indicateur qui est intéressant sur 10 minutes. Et il demande cette fois à ses élèves, l'enseignant, de placer les points en fonction de l'analyse de contexte de l'analyse du contexte que font le collectif au regard des adversaires qui sont en train d'affronter. Donc, ils vont faire une analyse peut-être a priori rapide et ils vont d'abord déterminer, par exemple, pour un collectif, que la zone du 100 points, ils vont la mettre au milieu, alors que pour l'autre, ils vont la mettre en avant, sur la zone avant du terrain. Et dans ce cadre-là, on voit bien que là, l'enseignant donne une initiative possible aux élèves dans le positionnement des scores, eu égard à ces zones qui sont préalablement fixées. Dans ce cadre-là, l'enseignant, là, en l'occurrence, c'est une pratique réelle hein, que je vous fais valoir, précise aussi que l'observateur en question, c'est-à-dire celui qui est en attente de prendre son tour dans le cadre de la ronde italienne, a la possibilité de demander 2 temps morts aux arbitres pour revoir finalement le positionnement du système de score dans le cadre de la proposition initiale et dire ben, finalement, maintenant, le 100 points, on ne met plus en milieu, mais on le met à l'avant. Bon, vous avez compris le principe, sachant qu'effectivement, on est aussi dans un temps où on demande à cet élève-là d'observer à quel moment ou dans quelle zone a joué son copain lors de l'avant-dernier échange, c'est-à-dire celui qui a été joué juste avant le gain du point. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, j'ai présenté, on pourra revenir sur les situations, vous pouvez passer sur le slide d'après. On demande aux collègues d'apprécier la puissance. Alors, j'ai fait cet exercice-là avec un collectif qui n'est pas le collectif du Guépard, hein, et je leur ai demandé de positionner des notes de 0 à 10. Voilà, c'était dans le cadre d'une formation avec un public intercatégoriel. Et j'ai fait cette expérience avec les étudiants de l'ENS,
les stagiaires PLC, etc. Et donc, finalement, on arrive à chaque fois dans cette configuration-là. Sur la situation A, en termes de transformation motrice, les collègues en moyenne évaluent à 6,1 sur 10. Dans le cadre des transfos méthodaux, ils sont à 4, transfo social 4,4. Alors que dans la situation B, on est à 7,2, 9,1, 7,9. Voilà. Alors, ça n'a aucune valeur universitaire. C'est vraiment dans le cadre d'un groupe, mais on est toujours sur ces proportions-là. Alors, si je vous présente vous pouvez passer le slide suivant. Si je vous présente finalement cette démarche, c'est simplement pour montrer que effectivement, nous, dans le cadre de la réflexion qu'on porte en académie, on essaie de faire en sorte d'accompagner les collègues à essayer de concevoir le plus possible de situations B que de situations A. Donc, on essaie de mettre en place ces démarches d'accompagnement de manière à essayer d'apporter des réponses à des questions qui, en ce moment, nous interpellent dans le système. Alors, délibérément, les questions, je les ai posées en faisant référence à quelque chose qui doit nous faire commun, puisque j'ai convoqué finalement les 3 valeurs de la République: liberté, fraternité, égalité. Et moi, je pose les questions suivantes, qui sont ici aussi de mon passé d'enseignant en éducation prioritaire, de formateur et maintenant d'inspecteur, en ayant aussi une analyse très critique finalement de l'école telle qu'elle est conduite en ce moment, ou telle qu'elle est vécue en ce moment dans le cadre des classes. Donc, j'essaierai d'expliquer pourquoi. Et je me dis que les questions, hein, comment pouvons-nous imaginer faire vivre et permettre à des élèves l'intégration de la valeur liberté dans une école qui, au fur et à mesure de la scolarité, limite la prise d'initiative des élèves dans l'ordinaire de la classe? Je parle bien de l'ordinaire de la classe. Je ne confonds pas ça avec toutes les dynamiques de projet ou dans le cadre de l'association sportive, dans lequel effectivement il y a un certain nombre d'enseignants qui permettent à des élèves de prendre l'initiative. Mais là, je parle bien de l'ordinaire de la classe, l'ordinaire qui s'adresse à tous les élèves. Même question sur la valeur de la fraternité. Comment peut-on espérer permettre l'intégration de la fraternité quand, au fur et à mesure de la scolarité, on limite la rencontre, les interactions, les débats, la controverse dans l'ordinaire de la classe? Même chose pour la fraternité sur une école qui évalue, qui sélectionne plus qu'elle n'accompagne les élèves dans les apprentissages. Sur la question du développement de l'esprit critique, c'est la même chose. Comment peut-on imaginer développer des esprits critiques dans une école avec un grand E qui amène davantage les élèves à reproduire des solutions apportées par les enseignants qu'à les construire, les expérimenter, les éprouver, les analyser afin de les conforter ou les abandonner? Alors là aussi, il y a encore une dernière, si vous pouvez dérouler, il y a encore une dernière parce qu'il faut aussi, et je m'inclus dans ce collectif, hein, comment peut-on imaginer permettre à nos élèves d'intégrer la valeur égalité alors même que l'école, dans laquelle je m'inclus, peine à lutter contre les inégalités? En fait, ce que je veux faire valoir à travers ça, c'est que évidemment qu'on a des enseignants qui arrivent dans le cadre de leurs propositions à essayer de permettre à nos élèves de prendre des initiatives, de débattre, d'analyser, de critiquer, d'expérimenter. Évidemment qu'on en a. Et évidemment que c'est les choses qu'on doit encourager. Mais il faut avoir la lucidité aussi de reconnaître qu'on est en difficulté, et on le constate au quotidien, hein. Je peux faire référence à une journée que j'ai vécue quand j'étais inspecteur stagiaire, où je suis passé le matin dans une classe de maternelle où très honnêtement, l'enseignante activait l'ensemble des processus que j'évoque ici, à une observation en classe de physique-chimie en terminale ES, dans lequel on était dans la caricature de la démarche expérimentale. Alors, par rapport à ces situations-là, la lucidité m'amène aussi à reconnaître qu'il y a des facteurs externes qui viennent expliquer ça. C'est sûrement pas facile de créer le débat et de le susciter quand on a 35 élèves dans une classe de terminale, c'est évident. C'est sûrement pas facile de pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de prises d'initiative possibles des élèves quand on est dans une démarche où effectivement on est pressé par les examens et qu'on est un enseignant et qu'on cherche à mettre ses élèves dans de bonnes conditions par rapport à tous les éléments de programme, parce qu'on a peur que lors du baccalauréat, lors des épreuves du baccalauréat, ils ne tombent pas sur la partie de programme qu'on n'aurait pas faite parce qu'on n'a pas pris le temps de mettre en œuvre ces démarches, etc. Mais il faut aussi reconnaître qu'à certains moments, s'il y a ces facteurs externes qui viennent expliquer ça,
il y a aussi des facteurs internes que l'on doit interroger dans le cadre de la conception de nos enseignements. Alors, juste avant de conclure sur le dernier slide, hein, et on reviendra sur tout ça, si vous pouvez le passer, les constats qu'on peut faire au quotidien et que dans celle d'avant, restez sur celle d'avant. Non, celle d'avant. Voilà. Et là, je rejoins comment dire, les constats qui ont été portés par Christian et par Didier à certains moments, hein, qui doivent nous inviter à l'accompagnement, justement. C'est que, je le disais tout à l'heure, pour moi, il y a une différence entre le dire et le faire en éducation physique, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de candidats au concours et d'enseignants en activité qui pensent, dans le cadre de leurs propositions, formuler des situations B alors qu'ils continuent à former des situations A. Et ça interroge la question de la formation. Enfin, on les voit sur les candidats à l'agrégation, etc. Voilà. Il y a évidemment un retour conséquent des enseignants par rapport aux évaluations et aux nouveaux textes d'évaluation concernant le CCF. Et ça, j'ai besoin, et il faut qu'on l'entende, sur cette difficulté à apprécier justement ces compétences qui sont liées aux AFL2 ou aux AFL3 et aux autres AFLP. Là, il y a une vraie difficulté. Et donc, effectivement, il y a un champ à investir en termes de recherche didactique sur ces questions-là. Il y a des constats que je vois, moi, en cours, où effectivement, la manière dont on présente les choses aux élèves, alors je parle là encore une fois du système, conduit des élèves à mimer des rôles sociaux ou à ne pas les investir. Et effectivement, dans cette configuration-là, on est dans un schéma qui est particulièrement gênant et qui ne permet pas la transformation motrice. Donc effectivement, quand on voit ça, j'étais en rendez-vous de carrière hier, le collègue, il voulait sûrement bien faire, mais il a mis en place des observateurs en natation, sauf que à la discussion, finalement, les observateurs, ils ne servaient pas à grand-chose. Il aurait fallu, ou mieux fallu, que les gamins soient dans le bassin de natation à ce moment-là. C'eût été plus utile. Mais comme on était en inspection, il voulait déguiser finalement sa proposition pour essayer de me faire plaisir. Et c'était, enfin, pour le coup, on en a discuté, il n'y avait pas une validité importante, donc remise en cause de ce schéma-là, forcément. Et puis derrière, on l'évoquait tout à l'heure avec la première collègue Angélique, hein, peut-être qu'effectivement, à certains moments, devant cette difficulté que les enseignants peuvent avoir, on est dans un schéma où parfois, on souhaite développer des compétences méthodologiques et sociales, mais dans une démarche qui se fait à vide. C'est-à-dire apprendre à collaborer, mais sans que derrière, il y ait un enjeu de savoir qui soit présent. Est-ce bien utile? Je me pose la question. Voilà. Par contre, collaborer pour mieux apprendre, ce n'est pas la même dimension. Et là, on voit bien que dans cette démarche-là, il y a sûrement des choses à gagner. Parce que, encore une fois, si je veux mettre en avant tout ce que je vois dans le domaine politique en ce moment, on a des gens qui apparaissent comme étant très cultivés et pour autant qui font valoir une intelligence de situation ou une intelligence à collaborer qui est pour le coup assez déplorable. Merci. Alors, justement, vous avez fini votre intervention en ouvrant un peu sur les questions d'école et j'aimerais qu'on continue un peu à réfléchir sur ces questions d'école. Alors, avec vous, justement, Angélique Delray, sur ce que vous sur votre conception de l'école. Vous dites le récit des compétences est celui d'un monde dans lequel chaque individu serait en compétition avec ses semblables pour des postes et des salaires. Dans ce monde, il faudrait développer des savoirs-agir adaptables afin d'être plus performants dans la lutte, dans la compétition. Dans ce monde, il ne suffirait pas de savoir des choses, il faudrait être capable d'apprendre en permanence de nouvelles choses. Savoir apprendre. Il serait plus important que de savoir des choses parce que savoir s'adapter, il serait l'essentiel. La nouvelle nature, la vie au sens le plus net, il serait la vie active, le monde du travail, la vie déterminée par l'économisme. La fin finalement d'une école des savoirs versus une école des compétences. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur cette mutation de l'école que vous percevez? Alors, c'est vrai qu'on on oppose savoir et compétences. On peut aussi parfois entendre, à juste titre d'ailleurs, des pédagogues ou des chercheurs en sciences de l'éducation. Mérieux, par exemple, peut dire ça assez souvent, qu'il est artificiel d'opposer savoir et compétences puisque les premiers, les savoirs mobilisent
des compétences et les secondes mobilisent des savoirs. Donc, finalement, il y aurait dans cette opposition quelque chose de tout à fait artificiel et inopérant, de dichotomique, comme vous disiez tout à l'heure, certains. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai, sauf que justement, cette opposition, c'est une opposition qui est programmée. C'est-à-dire qu'en fait, la mutation d'une école des savoirs à une école des compétences, c'est un récit auquel nous-mêmes, enseignants, avons été invités à collaborer, dans lequel nous avons été invités à nous inscrire. J'en veux pour preuve beaucoup d'affirmations institutionnelles de la part à la fois du ministère, de d'institutions internationales. Moi-même, j'ai pu intervenir dans un colloque à l'UNESCO, c'était 2008, par là, quelque chose comme ça, qui s'intitulait « D'une école de savoir ». Enfin, c'était de la transmission des savoirs à l'acquisition de compétences. Donc, voilà, c'est vraiment cette idée, en fait, qu'on doit abandonner la transmission des savoirs pour aller vers l'acquisition des compétences. Alors même qu'on peut penser que l'opposition n'est pas forcément justifiée, en tout cas, elle pose problème, voilà, qu'elle ne s'impose pas. Mais parce que je pense que dans cette mutation, il est question d'autre chose que d'une simple question, d'un simple débat théorique entre théoriciens ou entre penseurs. Il est véritablement question d'un rapport de force dans lequel les compétences vont effectivement intéresser le marché. Et moi, je me suis intéressée dans le livre que j'ai écrit il y a maintenant une dizaine d'années à l'économie de l'éducation notamment, et la façon dont les compétences avaient été utilisées, la notion de compétence avait été utilisée pour qualifier l'unité ou les unités du dit capital humain ou du dit capital cognitif, puisqu'en fait, le capital cognitif est pensé comme une somme de compétences. Et du coup, penser l'école en termes de compétences, c'est du point de vue de l'économie, en tout cas, je ne dis pas du point de vue des chercheurs en sciences de l'éducation, ni même, ni du point de vue qui vient d'être exposé ici, mais en tout cas du point de vue de l'économie de l'éducation, c'est sûr. L'école est pensée comme un investissement sur des compétences. Les individus apprennent en tant qu'ils investissent sur leurs compétences, ils en attendent donc un retour sur investissement. Et les États investissent sur l'école en tant qu'ils investissent sur du capital cognitif, c'est-à-dire sur un ensemble de compétences. D'où le fait que, effectivement, les programmes aujourd'hui s'écrivent en compétences. Et pourquoi est-ce que les compétences intéressent le marché ? Eh bien, c'est lié à leur dimension, justement, de transférabilité, hein, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une famille de situations, la compétence est réputée être transférable, et aussi leur transversalité, hein, c'est-à-dire qu'un certain nombre de compétences, dont les compétences méthodologiques et sociales, sont censées être transversales d'un champ disciplinaire à l'autre. Par exemple, on va parler d'autonomie, voilà, une grande compétence effectivement définie par les compétences clés européennes, c'est donc voilà, l'autonomie et la compétence ou apprendre à apprendre, voilà. Et cette compétence-là, en fait, est censée être tout à fait transversale au champ disciplinaire et aux différents métiers. Et pourquoi cette transférabilité et cette transversalité intéressent le marché ? Parce que justement, dans une logique de compétitivité et donc d'adaptabilité, eh bien, cela permet d'obtenir une certaine flexibilité de la part de celui qu'on a formé ainsi. C'est pourquoi on demande de plus en plus à l'école de former les élèves en ce sens. Ce processus, en fait, est lié au passage d'une logique de qualification dans le monde du travail à ce qu'on appelle la logique compétence. Et on voit, moi j'ai étudié ça pour mon livre, en fait, on voit dans les années 70 les sociologues du travail s'intéresser aux différents postes de travail pour essayer d'en définir, en fait, les compétences
transversales, celles qui permettent d'être définies d'un poste de travail à l'autre et donc de permettre en fait une adaptabilité sur le poste de travail, de permettre une flexibilité, etc. etc. On peut même se demander, et c'est par exemple ce que suggérait Christian tout à l'heure, je crois, on peut même se demander, c'est ce qu'écrit Nico Hirt, par exemple, dans ses ouvrages, depuis assez longtemps, le chercheur belge, si le socle commun n'a pas pour visée de former une main-d'œuvre non qualifiée destinée à servir à tout, c'est-à-dire une main-d'œuvre essentiellement flexible, chose qui signifierait en fait un petit peu l'envers matériel du savoir apprendre. Voilà, les compétences méthodologiques et sociales dans cette version-là, c'est effectivement apprendre à obéir, à fonctionner correctement, à être gentil avec la dame, voilà. Et parce qu'après tout, on pourrait imaginer des cours d'autodéfense à l'école, ça pourrait être intéressant aussi, mais bon, c'est peut-être pas l'esprit de ce qui est visé. Alors, je ne dis pas qu'il n'y ait pas un véritable enjeu de formation citoyenne à l'école. Je pense, je suis absolument convaincue, d'ailleurs là en ce moment, je suis formatrice moi-même à l'INSPE et c'est quelque chose que je porte absolument. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, cette mutation qu'on veut nous vendre, en fait, eh bien, elle a un sens tout à fait matériel qui en détermine un petit peu le contenu, c'est-à-dire que quand on nous impose, je pense, des compétences méthodologiques et sociales dans des programmes qui apparaissent comme ça, complètement déconnectés du reste, qui ne permettent pas d'avoir un véritable travail en fait sur l'intégration de ces compétences, ou de l'intégration de ces dimensions à l'éducation, au travail dans la discipline, etc. Ce n'est pas le hasard. C'est parce que, en fait, c'est en ce sens-là qu'elles intéressent le marché. Merci, Angélique Delray. Alors, pour continuer cet échange ce soir autour des compétences méthodologiques et sociales, peuvent-ils s'apprendre au sein de l'éducation physique et sportive? Christian, j'ai envie de t'interpeller par rapport à ce que Angélique Delray vient de développer un petit peu sur le projet d'école, finalement, et ce qu'on pourrait appeler une école démocratique et culturaliste. Est-ce que tu peux nous dire la vision que tu portes de l'école et justement comment tu te positionnes par rapport à ce qu'elle vient d'indiquer sur ce qui se dessine autour d'une école qui aujourd'hui travaillerait les questions davantage d'employabilité plutôt que de savoir? Ben, moi, je vais partir deux anecdotes, enfin deux choses. La première, c'est que en début d'année, j'étais dans ma salle de gym là, avec les tapis qui étaient rangés. J'accueille une classe de seconde et je leur demande, après la séance, je leur dis à la fin de la séance, je leur dis, est-ce qu'on pourrait il faudrait qu'on mette les tapis en place parce que je vais m'en servir, on va s'en servir pour faire de la relaxation. Et il y a eu un petit moment de flottement et le premier élève qui lève la main, il me pose la question et il dit Monsieur, c'est noté? Et pour moi, c'est typique de ce que le travail et de ce que tout ce qui se passe sur les compétences méthodologiques et sociales a généré. Et génère aujourd'hui, je parle là, évidemment, de la masse. Je ne parle pas de cas d'expérience ou de choses très intéressantes qui peuvent être menées, d'expérimentations qui peuvent être menées ici ou là. Voilà, je me suis dit, ça y est, les élèves, ils ont intégré le fait que, en éducation physique, ce qu'on allait faire de ce point de vue-là, ça allait être noté, et puis que finalement, c'est pas que ça devenait plus important, mais en tout cas, voilà, il y a ce côté consumériste de la chose, parce que c'est inscrit dans les éléments de notation, etc. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, qui me paraît là aussi assez problématique, c'est le fait que, avec l'histoire des AFL, mais même depuis qu'on avait mis dans les programmes ces choses-là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit et les retours, notamment des évaluations bac, etc., le prouvent, c'est que en fait, les bons élèves, ils réussissent parce qu'ils ont compris les codes scolaires, ils savent ce qu'on attend d'eux, ils savent décoder les choses, etc. Ceux qui réussissent pas, c'est les autres. Donc en fait, au lieu de répondre
finalement à l'objectif que tout le monde se fixe, dire les compétences méthodologiques et sociales, c'est important parce que les élèves en difficulté, etc., mais en fait, ça produit le contraire. À grande échelle, je parle pas à l'échelle microscopique. Ça produit le contraire et il est impossible, je vois Julien Gagnien qui interviendra là-dessus, mais il pourra pas me démontrer le contraire. Donc, il pourra me donner un exemple, qui marche, mais il pourra pas me démontrer le contraire. Mais bon, voilà, c'est le. Donc, moi ça m'intrigue parce que moi, ce qui m'intéresse, ce qui me pose problème, ce qui nous pose problème, c'est la question ce que produit l'éducation physique en masse. Et en masse, ça produit ça. Alors, je vois, pour moi, il y a une deuxième chose qui me pose problème et sur lequel je voudrais que on réfléchisse aussi. C'est que comment dire, toute cette insistance sur les formes de pratique avec cette intégration d'un certain nombre de choses qui sont de cet ordre-là, comment dire, répondre à ce que historiquement on a appelé la magie de la tâche. C'est-à-dire que on met en place une super situation dans laquelle on met tout et les élèves ils vont faire et ils vont apprendre. Et je dirais que là aussi en masse, ce qui se passe, c'est que on déporte les questions, on décharge l'enseignant finalement de sa responsabilité d'éducateur. Et je dis ça pourquoi? Parce que il y a des choses qui sont de l'ordre du méthodologique et social qui ne sont pas compliquées à mettre en œuvre. Quand un élève à qui j'ai demandé de faire, on a un travail à faire pour arriver à faire un ATR à la fin du cycle, qui vient me voir et qui dit monsieur, j'y arrive pas. Je lui dis mais d'abord combien de fois tu as essayé? Ah, monsieur, j'ai essayé 2-3 fois. Et bon, évidemment, je lui réponds, je lui dis, mais non, c'est pas en 2-3 fois que tu vas y arriver. Et je vais lui donner des outils, des réflexions sur le nombre de fois, c'est-à-dire qu'en fait, on n'apprend pas, surtout dans les activités physiques sportives, on n'apprend pas d'un coup comme ça, il faut répéter. Et je pourrais multiplier ce type d'anecdotes qui peuvent paraître complètement triviales, mais qui, quand elles sont construites autour d'un objet de savoir qui est, toi, et c'est ce que je dis à mes élèves, à la fin du cycle, tout le monde saura faire minimum un ATR dans telles conditions, et ceux qui savent déjà le faire, ils auront autre chose. Tout le monde saura courir 45 minutes sans s'arrêter, faire etc. Et c'est parce que j'ai donné cet objectif de savoir, donc qui pour moi est central, enfin de savoir au sens très large du terme, que les autres choses peuvent prendre sens. C'est-à-dire que mon intervention pédagogique va prendre sens. Voilà. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut faire attention et quand on parle des compétences méthodologiques et sociales, il y a un peu une tendance à généraliser des choses qui ne sont pas la question des finalités, la question de la formation du citoyen, mais en même temps les choses un peu triviales comme tenir une table de marque, etc. Tout ça se mêle dans un ensemble qui me paraît assez problématique et qui fait que là aussi, globalement, on se détourne un petit peu du centre de gravité qui est quand même l'acquisition d'un certain nombre, dans notre discipline, d'un certain nombre de pouvoirs d'agir qui nous permettent de comprendre ou d'agir sur le monde différemment. C'est ça l'enjeu le plus important. Je dis pas qu'il faut pas, évidemment, ne pas apprendre. Quand on apprend quelque chose, on est obligé de se construire une méthode. Alors, si le prof il m'aide à la construire plus vite, c'est mieux. Et donc, c'est dans ce contexte-là, je dirais pédagogique, que la question des compétences méthodologiques, enfin des compétences, j'utilise le terme même si il est pas bon, mais que ces choses-là s'apprennent. Et donc, moi, je plaide pour qu'on arrête comment dire, d'assommer une partie de la profession, parce que je sens qu'il y a une difficulté pour les collègues de subir ça en permanence. En gros, on leur envoie, mais non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas ça qu'il faut faire, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Et eux, ils disent, mais moi, j'ai plus le temps et il faudrait que quand même, je leur apprenne quand même à bien faire un ATR parce que ça a du sens de savoir marcher sur les mains. Bon, bref. Donc, moi, cette école-là, je trouve qu'aujourd'hui, ça fait 40 ans maintenant, 42 ans que j'enseigne et heureusement, c'est ma dernière année. Je trouve que ça va pas dans le sens qui me paraît souhaitable pour l'éducation physique. Ok, merci Christian. J'ai pas répondu au début de la question mais bon, c'était parce que je voulais revenir sur la question des compétences méthodologiques et sociales. C'est pas grave, tu as fait un autre choix. Donc, je voulais juste, avant de donner la parole à Julien Gadebien, préciser que la petite pause vidéo, c'était une élève du lycée de Corbeil en option danse. Voilà, donc j'ai
mon erreur pour signaler ça a été rétablie. Alors, je vous ai vu, Julien Ganebien, vous vouliez réagir Oh, tout à bah l'heure. oui, à plein de choses. Alors, Voilà, mais allez-y. je voyais aussi Didier qui était en train de s'agiter sur sa chaise, mais Non, mais je- Didier prend la parole juste après vous. ouais, mais juste une petite seconde pour renvoyer à deux notions, la notion d'adaptabilité et puis tout ce que disait Christian à l'instant. En fait, le fondement de notre réflexion au départ, c'est la tentative de définition de l'élève physiquement et socialement éduqué. Ça, c'est le fondement. C'est de là qu'on est parti en termes d'organisation et on a essayé de définir ce concept qui finalement était proposé par l'institution, mais qui n'était pas accompagné en tant que tel. Et effectivement, quand on arrive à une définition de cet élève physiquement et socialement éduqué, de notre point de vue, on tombe sur le concept d'adaptabilité, d'adaptation. Pourquoi? Parce que de notre point de vue aussi, ça renvoie à cette question de l'intelligence motrice. En fait, un élève qui est physiquement éduqué de notre point de vue, c'est un peu le type de gamin qu'on connaît parfois, c'est-à-dire que vous lui mettez une raquette dans les mains, il va être en capacité très rapidement de pouvoir s'adapter à ce contexte-là. Vous lui donnez un ballon et vous le mettez au milieu des autres, il va être en capacité de percevoir très vite les problèmes fondamentaux et d'apporter une réponse singulière à cette situation-là. Vous le mettez dans la gymnastique, ça va être pareil. En fait, l'idée qu'on a au départ, nous, c'est une adaptabilité qui n'est pas au service d'une logique marchande, c'est une adaptabilité qui est au service de sa capacité, justement, à s'adapter à des situations qui vont être soit ordinaires, soit plus complexes, et de s'adapter d'un point de vue corporel. Et on se dit que cette intelligence motrice, on peut essayer aussi de la développer dans d'autres secteurs qui sont les compétences sociales et méthodologiques, mais pas dans un registre où on fait tourner ça à vide. La question qu'on a maintenant, et je rejoins Christian là-dessus, c'est le vrai défi qu'on a, c'est d'essayer de montrer comment ces compétences méthodologiques et sociales, elles peuvent servir dans le cadre de l'éducation physique, qui est une discipline scolaire, le développement de cette intelligence motrice. Et pour l'instant, on n'y arrive pas. Comme Didier le disait tout à l'heure, on est parfois sur des temps qui sont très compartimentés. Et nous, dans nos réflexions, on va dire collectives, on essaie de créer le lien, mais on voit que c'est compliqué. Mais on essaie de chercher dans cette direction-là et on essaie d'inviter nos collègues dans l'académie à essayer d'investir ce champ-là. Alors, on ne dit pas qu'on y arrive. Parfois, effectivement, on tombe sur des dérives très méthodologiques et sociales qui sont au détriment de l'engagement moteur et on le déplore. Mais parfois, on a aussi des bonnes satisfactions. Donc, bon, il faudrait qu'on ait beaucoup plus de temps pour essayer de développer le propos. Mais le point de départ de notre réflexion, et je voulais le dire, c'est vraiment cette définition qu'on a essayé d'étayer, que vous pouvez retrouver dans les productions, que vous irez visiter, pour essayer de proposer effectivement des contextes, de designer des contextes, un peu comme le dit David Adé, là, de designer des contextes, de concevoir des contextes qui vont essayer justement de mettre en jeu, de mobiliser ces différentes compétences dans un même moment, dans un même lieu. Voilà, sans s'interdire de faire de temps à autre aussi des situations A, il n'y a pas de souci non plus. Alors Didier, justement, à la fois l'intervention de Christian, mais ce que vient aussi d'évoquer Julien Ganebien, ça résonne avec ce que tu as pu développer sur l'approche curriculaire et puis sur un certain nombre de choses sur comment toi tu penses l'éducation physique et sportive et cette question de l'élève physiquement éduqué. Donc nécessairement, il y a cette question des compétences méthodologiques et sociales qui traversent tout ça. Est-ce que tu peux bien réagir un petit peu par rapport à ces différentes interventions et par rapport à l'approche que toi tu as aussi de cette question-là? Tu me donnes 2 heures? Voilà, c'est ça, tu peux réagir vers minuit à peu près. D'accord, ça marche. Bon, petite remarque déjà sur l'approche curriculaire, puisque j'en parle pas mal. Les gens ont un petit peu de mal à comprendre ce que ça veut dire. Moi, je considère qu'on est dans une approche curriculaire à partir du moment où l'école prépare ce qui va suivre. Donc, l'école prépare, le collège prépare ce qui va se passer au lycée. Le lycée va préparer ou bien l'entrée dans la vie active ou bien l'entrée dans les formations post-bac. Et les formations post-bac, elles préparent en général l'entrée dans la vie active et également le processus de formation tout au long de la vie, etc. Donc, alors que des approches plus académiques, elles sont surtout centrées sur ce qui se passe à l'école, c'est-à-dire que, au pire,
les savoirs scolaires sont utilisés pour sélectionner l'école républicaine, classer les élèves et les orienter vers les formations courtes ou les formations longues. Au mieux, on a un souci d'égalitarisme des résultats, mais qui est toujours fondé sur des savoirs typiquement scolaires. Je pense que l'approche curriculaire se pose la question de l'utilité des savoirs donc, pour le futur des élèves. Alors maintenant, on peut évidemment dire que cet utilitarisme est mis au service de l'économie. C'est une dérive possible de l'approche curriculaire. L'approche curriculaire est née aux États-Unis et le fait est que là, l'éducation, le système éducatif est mis au service de l'économie capitaliste et fournit donc les travailleurs dont l'économie a besoin, avec les compétences dont l'économie a besoin. Moi, je considère qu'on peut avoir une autre approche dans le cadre de la scolarité obligatoire. C'est simplement former les individus, les personnes, les citoyens dont la société aura besoin. Je ne restreins pas ça simplement à ce qu'on appelle la formation citoyenne, même si ça y concourt. C'est le fait d'être capable, en effet, d'accepter l'autre, de coopérer avec l'autre, de travailler avec l'autre, de pouvoir suivre collectivement des projets, préparer la construction d'une société meilleure. Voilà, donc, et pour moi, ça reste de l'approche curriculaire. Donc, préparer les élèves à traverser de manière positive les situations de la vie réelle, qui sont des situations complexes. Pour moi, il est clair que l'approche curriculaire, parce qu'elle se projette dans un avenir complexe, elle ne peut fonctionner que par la construction de compétences par les élèves. Alors maintenant, quelles compétences? On a beaucoup parlé de transversalité, de transférabilité. Je ne crois absolument pas aux compétences transversales. Dire que l'autonomie est une compétence, dire que la responsabilité est une compétence transversale, je ne crois pas. Je pense que toutes les compétences que l'on peut construire à l'école sont toutes des compétences spécifiques. Je sais qu'il y a un petit délire au niveau de l'éducation physique avec les champs d'apprentissage où on a l'impression qu'il y aurait donc des compétences qui seraient transversales à tout ce qu'on a voulu ranger dans un champ d'apprentissage, et puis pourquoi pas ensuite des compétences qui seraient donc encore plus générales, qui seraient développées dans toutes les activités encadrées. Non, théoriquement, les compétences sont très spécifiques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir une séquence d'enseignement qui va être centrée sur une APSA, et puis on va développer un certain nombre de trucs. J'adore le concept de tranche de vie, tel que Maurice Porte l'avait développé, qui, à mon avis, a tendance à être un petit peu dévoyé à l'heure actuelle. Donc là, je renvoie à ce qu'il a écrit entre 1999 et 2010 sur ce sujet-là, concept absolument remarquable. Ça veut dire que la tranche de vie, c'est en effet quelque chose, si on veut utiliser ces termes-là, qui intègre, mais fonctionnellement, des méthodes d'entraînement, des méthodes de préparation, de l'apprentissage, de la performance, et puis parce que les activités que nous programmons sont le plus souvent au niveau social des activités collectives, c'est aussi de la solidarité entre membres de l'équipe. Donc la compétence, c'est tout ça, mais c'est extrêmement spécifique. Alors, qu'est-ce qui peut être transférable? Là, je vous renvoie à une superbe lecture d'un article qui date de 2001 que Maurice Porte avait écrit, dans lequel il dit que par le montage de ce qu'on appellerait maintenant des formes de pratique scolaire, mais qui ne viseraient pas que des pas en avant technico-tactiques, mais qui obligeraient à ce qu'il appelait à l'époque une
une solidarité intéressée, c'est-à-dire en gros, je vais commencer à m'intéresser aux autres, à être solidaire, à voir comment ils fonctionnent, parce que je suis dans une équipe, et puis collectivement, on a un but, donc on est aussi intéressé par ce but-là, donc et il explique comment donc on peut mettre en place ces situations où les interactions vont être obligatoires, où l'enseignant va pouvoir relancer, résoudre les conflits, permettre aux élèves de les surmonter. Et donc, les élèves, dit Maurice Porte, disent ils vont comprendre que la solidarité est quelque chose qui est légitime, mais pas d'une manière générale. Pour résoudre ce problème, le problème qu'il leur est posé dans le cadre de cet APSA, dans le cadre d'un cycle d'enseignement relativement localisé. Et puis après, Maurice Porte ajoute en fin d'article que si ce processus est répété tout au long de la scolarité, d'APSA en APSA, il dit qu'à un moment donné, ça pourrait devenir une éthique personnelle qui pourrait se généraliser au rapport au monde. Il est en termes d'éthique personnelle, là. Il n'est pas en termes de compétences. Donc, la manière dont on voit l'autre, dont on voit la différence, dont on voit le fait de vivre avec l'autre. Donc, oui, donc pour moi, il n'y a pas de compétences générales, et ça, on est quelques auteurs à le dire. Parler de compétences générales, c'est quelque chose qui peut arranger les technocrates parce que ça fait une couche transversale et puis on peut faire des tableaux à double entrée et puis on peut cocher les cases, etc. Toutes les compétences sont spécifiques. Maintenant, le fait de construire des compétences, c'est quelque chose qui donne envie d'en construire d'autres. Mais là, je me situe au niveau de la motivation. Je pense que construire des compétences dans une équipe, par exemple, si on a déjà vécu ça et qu'on y a trouvé du plaisir parce que l'équipe a progressé, que collectivement on a fait des choses intéressantes, ça donnera sûrement envie ensuite de reproduire ce style d'expérience, que ce soit dans un lieu de travail, mais personnellement, je pense que l'éducation physique doit surtout viser à ce que les élèves aient envie de reproduire la construction de compétences dans le domaine de leurs loisirs physiques et sportifs. Petite publicité pour le dernier contre-pied. Je sais. Tu me fileras un chèque, Christian, tout à l'heure. Alors, ceci dit, vous avez compris que je pense que les compétences que l'on doit construire en éducation physique, elles sont liées donc aux APSA, elles ne sont pas dissécables, atomisables avec du moteur, du méthodologique et du social. La compétence, elle est unique. Elle mélange tout cela de manière fonctionnelle. Donc, il n'y a aucune logique à évaluer séparément le côté moteur, le côté méthodologique, le côté social, ça n'a aucun sens. À un moment donné, il y a une performance qui est réalisée. Évidemment, la performance, ce n'est pas n'importe quoi parce que la forme de pratique scolaire que l'on met en place va organiser la performance qui va nous intéresser à un moment donné. Et puis, c'est tout. J'aime beaucoup l'expression de Jean-Luc Ubaldi, la performance est saturée de compétences. Et quand une équipe, à un moment donné, réalise une performance avec toutes les contraintes scolaires qu'on a pu mettre dessus, on a une évaluation qui va peut-être pas être chiffrée au dixième près, mais qui aura balayé les aspects que l'on aime disséquer en performances motrices, technico-tactiques, et puis les méthodes, et puis les attitudes ou les rôles sociaux qui sont une dernière chose. Voilà, ça sera ton dernier mot. Ensuite, je vous donnerai la parole tour à tour, parce que le temps passe et qu'il est plus de 8 heures. Ouais. Voilà. Et donc, juste
30 secondes parce qu'il y a un truc qui me travaille quand même, c'est les pédagogies visibles et invisibles. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de collègues qui disent oui, mais une approche qui est plus cadrée sur des savoirs explicites, c'est une pédagogie qu'on appelle visible, et puis les pédagogies par les compétences, par les éducations A, comme on dit, c'est beaucoup plus flou, etc. Et les pédagogies visibles sont beaucoup plus favorables aux gamins des classes populaires, parce qu'on leur explique clairement les codes, alors que les pédagogies invisibles favoriseraient plutôt les classes privilégiées. Pour moi, c'est le problème essentiel qu'il faudrait régler dans une approche par compétence. Comment faire de l'approche par compétence une pédagogie visible ? Je pense qu'on peut y réfléchir, notamment par l'idée d'une complexification progressive des situations. Mais je pense que là, il y a déjà pas mal de boulot qui se fait, notamment avec le principe de la double boucle qui est proposé par les collègues du CEDREPS. Mais je pense qu'il faut réfléchir à ça, quoi. Comment rendre visible l'apprentissage de la complexité? Je crois qu'il y a un sacré enjeu de formation à ce niveau-là. Merci, voilà, de Lumière, pour ce regard. Alors, je vous demanderai d'être concis pour boucler notre échange, notre discussion sur les compétences méthodologiques et sociales. Alors, peut-être Angélique Delray, si on ne vous entend pas, il faut mettre votre micro. Parfait. Oui, donc je voulais justement réagir par rapport à l'intervention de Didier, parce que le fait que les compétences transversales n'existent pas me semble être quelque chose d'absolument fondamental. C'est quelque chose que moi j'avais lu chez Bernard Ray, par exemple, ça m'avait tout à fait convaincue. Je m'étais dit, alors là, vraiment, il y a quelque chose d'énorme. C'est-à-dire que oui, les compétences spécifiques existent. Du coup, il y a un enjeu de construction de compétences à l'intérieur de ces domaines spécifiques. En revanche, dès lors qu'on parle de compétences transversales, en fait, on parle de quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir par exemple des professeurs du collège qui vont dire « Ah, il est autonome dans ma discipline. Ah, ben, il n'est pas autonome dans ma discipline parce que précisément, ça n'a rien à voir. Hein. On ne peut pas parler d'autonomie d'une discipline à l'autre. » Mais du même coup, ça signifie qu'en fait, on ne peut pas mettre ces compétences. Quand on va parler de compétences méthodologiques et sociales, en fait, on parle de compétences, mais on utilise le même mot finalement pour parler de quelque chose par rapport à des compétences motrices qui n'a rien à voir. Et on ne peut pas mettre sur le même plan les compétences liées à l'apprentissage d'une discipline et les compétences dites transversales qu'on voudrait injecter dans les disciplines et dont on voudrait qu'elles soient apprises ou qu'elles soient finalisées, enfin, c'est-à-dire qu'on les poursuive en tant que but pédagogique, en tant que finalité, qu'on voudrait qu'on les poursuive au même titre que les autres. Je pense que, alors, moi, j'utilisais cette différence quand j'écrivais mon livre. Il faut penser des formes d'efficacité différentes ou des formes d'utilité différentes. Il y a une utilité qui est vraiment de type linéaire, c'est-à-dire je veux atteindre un but de façon linéaire et à ce moment-là, je cherche effectivement à atteindre ce but en trouvant les moyens adaptés pour atteindre ce but. Et il y a une forme d'efficacité qu'on pourrait appeler paradoxale, qui est en fait l'efficacité que j'atteins sans la chercher directement. C'est une efficacité qui, comme le racontait très bien Didier dans ses exemples, voilà, je peux effectivement produire de la solidarité à l'intérieur d'un travail spécifique en EPS, mais je n'ai pas visé la solidarité comme une compétence spécifique, c'est-à-dire je ne peux pas dire ça y est, j'ai rendu mes élèves solidaires. Ça y est, j'ai réussi à leur faire acquérir cette compétence qui s'appelle la solidarité. Je peux dire grâce à ce que j'ai fait, en fait, j'ai produit de la solidarité.
Et effectivement, la question se pose, et pour moi, c'est une question qui continue à me travailler parce que je continue à réfléchir à cette question des compétences. La question se pose de savoir comment est-ce qu'on peut travailler, du coup, la solidarité à l'école. Mais très certainement, il ne faut pas mettre ça sur le même plan que les compétences qu'on travaille spécifiquement à l'école, qui, elles, sont des compétences qu'on peut viser de façon effectivement linéaire. Merci Angélique Desré. Je rappelle que vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle L'école des compétences. On mettra tout ça sur notre site internet aux éditions de la Découverte. Merci encore pour votre présence à cette soirée. Alors pour continuer, Julien Gagne-Bien, votre commentaire, remarque de la fin, en essayant d'être aussi très concis. Merci. Votre micro. Vous m'entendez? Ouais. Parfait. Ouais. Juste deux petites choses. Bon, évidemment, Didier a raison, il faudrait qu'on ait 4 heures encore sûrement, mais sur la question des compétences transversales, j'ai pas eu la démonstration ce soir de la non-existence. En même temps, j'entends ce qui se dit. Et en même temps, je vais rentrer dans l'anecdote aussi pour essayer de… Voilà, quand j'étais enseignant et que je confrontais finalement mes élèves à des situations dites complexes, voilà, on n'est pas venu dessus, mais c'est pas grave, et que j'étais plutôt dans un quartier difficile à l'époque, le constat que je faisais, paradoxalement, c'est que c'était mes élèves issus du quartier qui étaient plus en capacité de gérer la complexité des situations que les élèves qui étaient, eux, plus, on va dire, issus des bonnes familles et qui répondaient davantage à la norme scolaire. Ça m'a toujours étonné. Alors, je ne sais pas si c'était lié au fait que dans leurs conditions de vie, ils avaient une multitude d'incertitudes autour d'eux et qu'ils avaient cette capacité à gérer de l'incertitude plus que les autres, ou en tous les cas, est-ce que c'est parce qu'ils s'autorisaient à sortir d'une norme attendue? J'en sais rien, sûrement un peu des deux. Mais en tous les cas, il y avait ça. Et c'était assez remarquable. Donc, ça m'amusait parce que j'avais un certain nombre d'enseignants qui disaient, mais tu peux pas faire des situations, ou des stagiaires qui disaient, tu peux pas faire des situations comme ça avec nos élèves. Si, paradoxalement, c'est eux qui répondent le mieux à ce qui était proposé, même si ça pouvait apparaître comme étant compliqué parfois. Ça a été pour moi une sacrée leçon. La deuxième chose, c'est sur et puis ce sera pour terminer, c'est sur justement ce rôle de l'enseignant. Je l'évoquais tout à l'heure, pour moi, l'enseignant, c'est vraiment un créateur de contexte. Et un créateur de contexte qui va justement, parce qu'il a très bien pensé les choses, parce qu'il sait où il va, parce qu'il sait ce que les élèves, ce qu'il veut faire construire aux élèves, c'est par des inducteurs ou des petits moments qu'il va créer qu'il va pouvoir générer finalement cette solidarité intéressée telle qu'elle était évoquée par Maurice Porte et relayée par Didier là. C'est-à-dire que je pense que là, les enseignants ont un vrai coup à jouer sur cette dimension-là. Et on ne peut pas attendre simplement d'une mise en contexte liée à la PSA que les choses se produisent. Elles vont se produire aussi si l'enseignant, justement, induit, alors par un artefact particulier ou par une contrainte particulière ou une ressource particulière, ces moments de vie. Après, je suis d'accord avec ce que disait Angélique. Ce n'est pas parce qu'on a vécu ce moment de vie particulier qu'on devient solidaire ad vitam aeternam. Mais c'est bien la répétition dans le temps de ces moments de vie, du plaisir qu'on a pu y prendre et des erreurs qu'on a pu aussi commettre à cet instant-là qui peut-être construire un citoyen susceptible de s'insérer dans une société démocratique, au-delà d'être un citoyen qui a une valeur marchande. Voilà. Et évidemment que si j'étais dans cette pensée idéologique-là, je ne serais pas en train de soutenir ce type de proposition. Alors j'ai peut-être tort, mais en tous les cas, ce sera le mot de la fin pour moi. Merci encore Bruno pour l'invitation. Merci, Julien Gagne-Bien. Pareil, si vous voulez prolonger un peu les auditeurs, la discussion, ou du moins en tout cas la réflexion de Julien Gagne-Bien, on mettra à disposition sur notre site les coordonnées du site Guépard. Oui, mais qui date un peu maintenant. Mais lisez peut-être, alors je vais faire de la pub aux concurrents, mais dans la EPS, on a écrit un article avec ma collègue qui renvoie qui va être publié alors, c'est ça? Qui est publié, qui est dans le dernier dossier enseigné l'EPS qui a été publié à l'issue de la Biennale 2021 EPS. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui est plus récent. Voilà, les autres, ça date quand même un peu. Merci. Merci. Alors Christian, pareil, en étant concis sur ce premier round d'échange, parce que c'est vrai qu'on aurait presque envie de prolonger par rapport à un certain nombre de points de débat et de discussion.
Ah oui, ça prolonger, ça serait nécessaire pour, pour aller plus loin. Mais non, je voulais d'abord faire une petite note politique, je dirais, en prenant appui sur ce qu'a dit Julien tout à l'heure, en disant, mais comment donner des initiatives dans une école qui briderait, etc. Je dirais, pour donner une image un peu plus large, je dirais comment former un citoyen critique quand aujourd'hui la critique, je dirais, des enseignants envers l'école ou envers le système politique est bridée ou interdit. Hein. Tout le monde a en tête un certain nombre de choses récentes. Donc ouais, ça aussi c'est une question qu'il faudrait se poser. Mais ça pose, moi je l'ai dit tout à l'heure et je réappuie sur ce que Julien vient de dire. Il y a eu, comment dire, tout un travail sur plusieurs années qui a amené à s'interroger sur la séance, la manière de concevoir les situations, etc. Et je dénonçais tout à l'heure, enfin je critiquais le fait que la magie de la tâche pouvait comment dire, dédouaner l'enseignant de son pouvoir en tant qu'éducateur et qui, à mon avis, sur ces questions méthodologiques et sociales, est beaucoup plus importante que tenir une table de marque dans un match de sport co. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, alors on ne sait plus la magie de la tâche, mais j'aurais un peu tendance à penser il faudrait que y passer un peu plus de temps, on a plutôt, on nous pousse plutôt vers un enseignement par dispositif. Alors, c'est plus par tâche exactement, mais par dispositif. Et moi, les dispositifs accompagnés par les textes tels qu'ils sont aujourd'hui officiels qui nous contraignent, notamment sur les questions d'évaluation, je dirais plutôt qu'on est en train de monter des usines à gaz ou des usines à gaz. Et je trouve qu'il y a un risque de dérive. Il y a un risque de dérive pour moi. Et il faudrait revenir peut-être à des choses un peu plus, non pas simplistes, mais des choses beaucoup plus simples dans la manière d'approcher les choses. Une éducation à cases, c'est ce que je dénonçais sur la question de la manière dont les CMS sont aujourd'hui mises en scène. Une éducation à cases, une éducation entre cases et cages, il n'y a qu'une lettre de différence. Enfin bref, moi je trouve qu'aujourd'hui, on devrait remettre un peu les choses à plat et se poser, encore une fois, la question de l'enseignement de masse, c'est-à-dire voilà. Comment aujourd'hui faire progresser l'éducation physique pour tous et toutes, plutôt que de chercher à savoir qui a raison, qui a tort dans tel ou tel courant ou dans telle ou telle manière de concevoir les choses. Moi, ça fait plusieurs années que le SNEP, je dis moi, mais c'est le SNEP en fait qui appelle à vraiment une remise à plat, à avoir une sorte de conférence longue et durable sur la manière de concevoir l'éducation physique pour qu'on remette tous les acteurs en situation de dire les choses parce que les réalités des uns sont pas toujours les mêmes que celles des autres. Et donc, il faut qu'on puisse mettre tout ça à plat. Je pense qu'il y a eu une rupture importante dans les échanges qu'il y a pu avoir entre l'institution et la profession. Il y a quelques exemples divergents, il y en a un ce soir, ce qui est une bonne chose. Et je pense qu'il faudrait revenir à quelque chose de beaucoup plus ambitieux et qui nous permette on parle beaucoup de crise, mais on ne sait pas très bien ce que c'est, crise d'identité, mais d'identité de quoi, etc. La question, c'est est-ce que aujourd'hui, les élèves, ils apprennent en éducation physique? Qu'est-ce qu'ils apprennent, évidemment? Est-ce qu'ils progressent? Etc., etc. Et est-ce que finalement, ils sont cultiver au bout du compte. C'est ça finalement la question qu'il faut se poser. Donc voilà, je pense qu'il faut se reposer toutes ces questions-là et ce soir amènerait effectivement non pas à 4 heures à mon avis, mais à plusieurs journées de travail en commun. Merci Christian. On va s'employer aussi à publier un article, un vieil article qu'on a pu retrouver d'ailleurs sur le site où justement tu développes plus précisément ton point de vue que tu as évoqué ce soir. Donc on va y travailler assez rapidement. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette soirée. Je rappelle à nos auditeurs que la prochaine aura lieu en janvier et qu'il est encore possible de faire prendre des risques à nos élèves en escalade. Et donc, pour conclure cette soirée, vous savez qu'on conclut charmant par la présentation d'ouvrages ou de revues que l'on voudrait mettre à l'honneur. Alors, Didier a commencé par faire de la publicité pour la revue Contre-Pied, donc je voudrais continuer un petit peu dans ce sens-là.
Donc, le dernier numéro de la revue Contre-Pied, l'EPS et loisirs, vient d'être publié. J'espère que vous avez compris que le titre ne signifie pas que l'EPS, c'est du loisir. Il serait d'ailleurs intéressant de questionner les élèves de ce point de vue-là. L'EPS est-elle du loisir ou du travail? Ce numéro s'attaque à une question difficile. Comment l'EPS travaille la continuité de l'activité physique et sportive plus tard, après l'école, dans le temps libéré du travail? Notre discipline a toujours eu cette originalité d'être à l'école une des disciplines qui trouvera la majorité de ses prolongements dans le temps libéré du travail, contrairement à d'autres disciplines. C'est sans doute l'un des éléments qui lie son histoire avec sa volonté de démocratiser la culture. La revue Contre-Pied cultive les ambitions et cherche à réfléchir non pas simplement à un loisir de l'ordre de la distraction, mais au contraire au loisir éducatif et régénérateur, émancipateur, on pourrait même dire. Un joli numéro qui pose autrement la question de la continuité de l'activité sportive et propose un contre-pied à la crise sanitaire et à la volonté de quelques penseurs de l'éducation physique de vouloir faire accélérer une EPS santé. Le deuxième ouvrage, c'est l'héritage social d'un événement sportif, enjeux contemporains et analyse scientifique, sous la direction de Michael Attali. Cet ouvrage se propose d'analyser les grands événements sportifs et le décalage que l'on peut percevoir entre le prosélytisme des effets positifs pour faire accepter à la population l'investissement financier de ces grands événements. Ces grands événements sont-ils des accélérateurs possibles des transformations sociales pour l'intérêt collectif, que ce soit dans la réduction des inégalités, ou dans la démocratisation? Plusieurs articles étayés proposent d'analyser l'impact immédiat de ces événements sportifs et l'héritage, qu'il soit matériel ou immatériel. Si vous voulez d'emblée être démobilisé, évitez surtout l'article de Thierry Terré qui essaie de vendre les dispositifs des JOP 2024 sur la politique éducative et le sport. La volonté de soi-disant valoriser les pratiques vertueuses avec le label Génération 2024 ne résiste pas à l'épreuve des faits. Encore plus difficile à lire que la volonté du gouvernement serait de renforcer le sport scolaire, alors qu'on vient d'avoir une baisse de la subvention, de renforcer les dispositifs d'aménagement pour les élèves à double projet, en dévalorisant complètement, du moins en ne valorisant pas des financements possibles pour soutenir, par exemple, les sections sportives. Le coup de grâce reste quand même renforcer la formation. Sans aucun doute, les STAPS en lutte depuis plusieurs mois vont apprécier de savoir ce que signifie renforcer la formation dans la perspective des JOP 2024. Il n'en demeure pas moins que j'invite nos éditeurs à ne pas lire ce papier, mais à se concentrer sur les autres productions qui donneront un cadre d'analyse sérieux pour penser le sport et les grands événements sportifs et gagner en précision. Le livre en tête, nous devrions gagner en précision sur les grands événements sportifs et les effets présupposés du réel. Un enjeu déterminant pour se donner de l'élan pour que 2024 puisse accompagner de réelles politiques de développement du service public si l'on souhaite espérer des effets. Bonsoir à toutes et à tous et au plaisir de vous retrouver en 2022.